Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'INRS consacré aujourd'hui à l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire et également très nombreux à nous avoir posé des questions en amont. Nous vous en remercions infiniment. Donc je me présente, je suis Valérie Langevin, expert d'assistance conseil en prévention des risques psychosociaux à l'INRS. Ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Donc voici les différents points que nous allons aborder ensemble. Tout d'abord, nous ferons un rappel du cadre réglementaire de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux. Ensuite, nous verrons des définitions et la démarche de prévention. Dans un troisième temps, nous présenterons un outil de l'INRS qui aide les entreprises à intégrer les risques psychosociaux dans le document unique, d'où le nom de l'outil RPSDU. Dans un quatrième temps, nous verrons quelques conseils pour la mise en œuvre de la démarche et également pour l'animation des entretiens collectifs. Dans un cinquième temps, donc nous passerons en revue quelques-unes des questions que vous nous avez adressées et nous tenterons d'y apporter des réponses. Et enfin, pour terminer, nous verrons quelques ressources documentaires complémentaires à ce webinaire. Donc tout d'abord le cadre réglementaire. Donc pour rappel, l'employeur a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A noter que pour la fonction publique, cette obligation pèse sur les chefs d'établissement. Donc dans ce cadre, l'employeur doit notamment évaluer les risques qui n'ont pu être évités conformément aux principes généraux de prévention et il doit également transcrire les résultats de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et le mettre à jour au moins une fois par an. L'évaluation des risques professionnels consiste à minima en une identification des risques qui sont présents dans les unités de travail et en une analyse des conditions d'exposition de ces salariés à ces risques. L'évaluation des risques conduit également à choisir des mesures de prévention appropriées. Dans ce cadre réglementaire qu'on vient rapidement de rappeler, les risques psychosociaux sont à évaluer au même titre que les autres risques et a priori, selon les mêmes principes et avec les mêmes acteurs qui sont impliqués pour les autres risques professionnels. Donc vous avez dans la diapo les textes réglementaires de référence. J'ajouterai en complément que au-delà de ces dispositions générales, il existe deux accords nationaux interprofessionnels qui sont en lien avec notre sujet. Donc un accord national interprofessionnel sur le stress qui a été signé par les partenaires sociaux en 2008 et un autre accord national interprofessionnel qui a été signé en 2010, cette fois-ci sur le harcèlement et les violences au travail. Sachez également que pour la fonction publique, c'était l'une de vos questions, il existe aussi un accord pour la prévention des risques psychosociaux et qui date de octobre 2013. Alors voyons à présent quelques définitions. Donc commençons par rappeler ce qu'on entend par risques psychosociaux. Donc les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents de manière combinée ou non du stress, des violences externes, donc tout ce qui est agression de la part du public, des usagers, de la clientèle, ou des violences internes, tout ce qui est de l'ordre des conflits au travail, des tensions au travail, la problématique du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Ces risques-là peuvent être engendrés par l'activité elle-même ou
générés par l'organisation et les relations de travail. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux. Ces facteurs de risque psychosociaux vont s'analyser au regard de l'activité concrète des salariés, des opérateurs. Et pour faire le lien avec l'une des questions qui nous a été adressée, on nous a demandé s'il existait des facteurs de risque psychosociaux qui seraient spécifiques de métiers ou de secteurs d'activité. Alors, les facteurs de risque psychosociaux, tels qu'ils sont identifiés dans la littérature scientifique, sont très transversaux, interprofessionnels, intersectoriels. Et l'outil qu'on va vous présenter juste après se base sur ces facteurs de risque psychosociaux qui sont très transversaux. Et en fait, tout l'apport de l'évaluation des risques psychosociaux par unité de travail va justement permettre de donner du concret, de donner de la spécificité aux facteurs de risque psychosociaux qui vous sont proposés de manière très générique et qui vont en quelque sorte s'incarner, devenir concrets par ce travail d'évaluation, justement. Donc ici, vous avez un schéma qui reprend la définition. Donc au centre, on a les risques psychosociaux qu'on a vus précédemment. Les risques psychosociaux peuvent avoir des conséquences pour les salariés, notamment en termes de santé, et également des conséquences pour l'entreprise. Donc, on l'a vu précédemment, ces risques psychosociaux sont à analyser au regard des facteurs de risque psychosociaux, qui sont là, on les reverra plus en détail un peu après, et ces facteurs de risque psychosociaux vont prendre du sens, s'incarner, se concrétiser dans les situations de travail concrètes en lien avec les unités de travail. Alors, un rappel aussi sur les étapes de la démarche d'évaluation des facteurs de risque psychosociaux. Donc la première étape qui est très très importante, qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est l'étape de préparation. Dans cette étape-là, on va définir et valider des règles qui encadrent la démarche, idéalement, c'est ce qu'on recommande, en lien avec le CSE, en lien avec les représentants du personnel. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir définir un cadre qui va encadrer à la fois le rôle de chacun, les règles pour pouvoir s'exprimer sur son travail, qui va encadrer également la méthodologie qu'on va utiliser. Ensuite, effectivement, on va clairement poser le rôle de chacun des acteurs, on y reviendra. Dans cette étape-là, on définit également le périmètre des unités de travail qu'on va utiliser. Parfois, ce périmètre sera identique à l'évaluation des autres risques professionnels. Parfois, il y aura nécessité de les redéfinir spécifiquement pour l'évaluation des risques psychosociaux. Les deux cas sont possibles, c'est vraiment à décider au cas par cas dans chaque entreprise ou dans chaque établissement. Et enfin, il est conseillé dans cette étape 1 de préparation de recenser les informations qui sont déjà disponibles sur la présence de risques psychosociaux. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de dépistage. Le fait de recenser ces informations va permettre, par exemple, de prioriser l'évaluation, de savoir par quel service, quelle unité de travail il faut commencer. Voilà pour la première étape. Concernant l'étape numéro 2, on est là dans l'évaluation des facteurs de risque psychosociaux proprement dit. Je ne vais pas m'y attarder puisqu'on va le revoir un peu plus tard dans le diaporama. La troisième étape, consécutive à l'évaluation des facteurs de risque, c'est l'élaboration d'un plan d'action où on va proposer des actions d'amélioration dont le chef d'entreprise va se ressaisir. Ces actions seront priorisées et planifiées et il sera aussi nécessaire de définir les moyens nécessaires
pour la réalisation de ce plan d'action. La quatrième étape, c'est la mise en œuvre du plan d'action. Donc là où il est nécessaire de savoir qui est responsable de chacune des actions, de prévoir, c'est très important, des points réguliers en réunion de CSE, et bien sûr d'informer régulièrement l'ensemble du personnel sur la mise en œuvre des actions. Et la dernière étape, c'est le suivi et l'évaluation des actions mises en œuvre. Au cours de cette étape, on va éventuellement pouvoir remobiliser les indicateurs de dépistage qu'on avait réunis au cours de la première étape, et on pourra aussi, de manière itérative comme le veut la réglementation, réévaluer les conditions d'exposition des salariés aux facteurs de risque psychosociaux. Donc on va à présent voir, donc je vous le disais, un des outils que l'INRS a développé en collaboration avec les CARSAT pour intégrer les risques psychosociaux dans le document unique. C'est un outil qui existe depuis 2013 et qui a été mis à jour en décembre de l'année dernière. Donc pour ceux qui connaissent déjà cet outil, j'essaierai de penser de temps en temps à vous signaler les différences par rapport à la version précédente. Donc l'outil qui est proposé et qui est présenté ici, c'est un outil qui est destiné aux entreprises de plus de 50 salariés. C'est un outil, comme je vous l'ai dit, qui a été élaboré et mis à jour avec les caisses régionales CARSAT, CREMIF, CGSS. Elle propose donc d'identifier les facteurs de risque psychosociaux à partir de la catégorisation de ces facteurs de risque psychosociaux, sur la base des travaux d'un collège d'experts qui était présidé par Michel Golac. Donc on compte 6 grandes familles ou 6 grandes catégories de facteurs de risque psychosociaux. On les a vus précédemment dans le schéma. Donc tout d'abord, c'est l'intensité et le temps de travail. Donc dans cette catégorie, on a tout ce qui concerne les contraintes de rythme de travail, l'existence d'objectifs flous ou irréalistes, des instructions contradictoires, l'imprévisibilité des horaires de travail, par exemple. Dans la deuxième catégorie, les exigences émotionnelles, on va retrouver en fait, ça va plutôt concerner des activités professionnelles ou des métiers qui sont plutôt exigeants sur le plan émotionnel. Donc c'est par exemple le cas des salariés qui sont en contact avec le public ou une clientèle. Et bien souvent dans ce type de situation, on doit faire face à des personnes qui sont en détresse, qui sont pas toujours très aimables ou calmes. Et dans ces métiers-là, en fait, il y a une exigence de maîtriser ses émotions, voire parfois de façonner ses émotions. La troisième catégorie, c'est le manque d'autonomie, de marge de manœuvre. C'est le fait ou pas de pouvoir être acteur dans son travail, de pouvoir, par exemple, s'organiser dans son travail, de pouvoir participer aux décisions qui vont concerner son travail, de pouvoir, par exemple, s'interrompre momentanément et quitter momentanément son travail. La cinquième catégorie concerne les rapports sociaux au travail dégradés. Donc ici, on aborde la qualité des relations au travail, la qualité avec les collègues, avec les supérieurs hiérarchiques, avec la problématique de la reconnaissance au travail, par exemple. La cinquième catégorie, les conflits de valeurs, font référence en fait au fait d'être amené dans son travail à devoir accomplir des gestes ou avoir des pratiques qui vont être en opposition
avec ses valeurs personnelles, avec ses valeurs sociales ou alors avec des règles de métier. C'est en gros l'impression de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, de ne pas pouvoir faire un travail selon son éthique professionnelle. Et la cinquième dimension, c'est l'insécurité de la situation de travail, où là on va avoir la problématique de l'insécurité socio-économique, la précarité de l'emploi par exemple, mais également l'insécurité qui peut apparaître des changements qui s'opèrent dans l'entreprise, qui peuvent être fréquents, qui peuvent être mal préparés, mal accompagnés. Vous avez ici une capture d'écran de la brochure de l'outil RPSDU. Alors, c'est un outil qui ne permet pas de mesurer un niveau de stress ni de comparer les résultats entre plusieurs entreprises. Il s'agit d'une grille de questionnement qui est à utiliser de manière collective. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons conçue. Donc, elle n'est pas à utiliser en individuel, c'est pas comme ça qu'on l'a conçue. Il faut plutôt voir cet outil comme une trame d'entretien pour des échanges ou des entretiens collectifs. Vous avez été plusieurs à nous demander d'avoir connaissance de questionnaires. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est pas un questionnaire qui est à renseigner de manière individuelle. C'est un usage possible pour faire l'évaluation des risques psychosociaux. D'ailleurs, sur le site de l'INRS, vous pourrez retrouver la description d'un ensemble de questionnaires qu'on a, qui sont en ligne sur notre site, tout du moins leur description. Donc on attire toutefois l'attention sur les conditions à réunir pour utiliser des questionnaires, et puisqu'ils comportent un certain nombre de limites. Et il faut bien avoir à l'esprit que utiliser des questionnaires suppose souvent des compétences techniques dont il faut s'assurer de la disponibilité en amont au sein de l'entreprise. Donc l'outil qu'on vous propose, c'est pas un questionnaire, et c'est comme lui dit la puce d'après, c'est un outil qui est autoporteur et qui est beaucoup plus facile d'utilisation, appropriable entre guillemets, par les acteurs de l'entreprise que les questionnaires. Alors l'outil qu'on vous propose comporte 3 grilles ou 3 tableaux. Donc là, la grille d'évaluation proprement dite, qu'on va revoir juste après, ainsi que 2 tableaux, un tableau de synthèse de l'évaluation et un tableau de suivi des actions de prévention. Pour ceux qui connaissaient, la précédente version, la brochure actuelle correspond en fait à la fusion de 2 brochures préexistantes, risques psychosociaux et documents uniques, vos questions, nos réponses, et la brochure évaluation des risques psychosociaux, la ED 6140, pour les connaisseurs. Cette grille comporte 7 thèmes. Donc on s'est basé sur les 6 catégories du rapport Golac. On a simplement scindé la première catégorie en 2, entre d'un côté intensité et complexité du travail, et d'un autre côté horaire de travail difficile. Donc 7 thèmes qui sont répartis en 6 sous-thèmes et 26 questions, je vais y arriver. Pour ceux qui connaissaient la version antérieure de cette grille d'évaluation, sachez qu'il y a 5 questions qui ont été légèrement modifiées. Vous pourrez faire la comparaison entre les 2 brochures pour ceux qui connaissaient la précédente. Alors, pour chaque thème, chaque catégorie, il y a un petit paragraphe introductif
qui explique globalement le sens du thème et qui indique l'impact potentiel sur la santé et la sécurité des salariés et sur le fonctionnement de l'entreprise. Alors chaque question permet de repérer un facteur de risque ou, si tout va bien, un facteur de protection, une situation plutôt favorable pour la santé des salariés. Donc pour chaque question, on propose une cotation, si l'entreprise a choisi de faire une cotation, avec donc pour chaque question 4 modalités de réponse que vous avez là, jamais ou non, parfois plutôt non, souvent plutôt oui, ou toujours oui. Ces 4 modalités de réponse permettent d'estimer les conditions d'exposition des salariés aux facteurs de risque envisagés. Donc ça permet de situer un degré ou une fréquence d'exposition. Dans la construction de cet outil, nous avons fait le choix de ne pas retenir le critère de gravité, comme on rencontre souvent dans l'évaluation des autres risques professionnels, parce que nous avons considéré que pour les risques psychosociaux, le niveau de gravité était difficile à déterminer a priori pour ces risques-là. Donc on a uniquement une cotation qui prend en compte les conditions, la fréquence d'exposition. Alors pour chaque modalité de réponse, il existe différents types de codage possibles. L'entreprise choisira le codage qui lui convient le mieux. Pour la rédaction de la brochure, il a fallu faire un choix. Donc nous avons choisi les smileys. Et nous avons indiqué un peu une correspondance si l'entreprise choisissait plutôt un code couleur ou des chiffres, sachant qu'effectivement, selon les questions, le sens sera plutôt positif ou plutôt négatif. Donc voilà pour la cotation. Ensuite, ce qu'on propose dans un champ de texte libre, qu'on va voir juste après, c'est une appréciation qualitative où dans ce champ de texte libre, on va inviter en fait, les participants à la démarche à l'évocation de situations concrètes de travail et également à faire des suggestions d'amélioration. Donc on va en voir un exemple juste ici. Donc pour la question numéro 1, donc on se situe là sur une unité de travail qui concerne des monteurs de tableaux de bord dans l'industrie automobile. Donc on a réuni les membres de l'unité de travail et sur la base d'un échange collectif qu'ils ont eu entre eux, ils ont considéré que leurs contraintes de rythme étaient assez élevées. Donc ils ont entouré la réponse souvent ou plutôt oui. Dans le champ de texte libre qu'on a en dessous, l'animateur des échanges, qu'on verra après, donc les a invités à donner un petit peu des exemples. C'est ce qui rend concret l'évaluation dont j'ai parlé précédemment. Et donc ici, ils ont indiqué que la chaîne va vite. Parfois, le tableau de bord ne rentre pas du premier coup, ça coince, ça ne s'emboîte pas comme il faut. Une autre problématique, c'est que la chaîne s'arrête assez régulièrement en amont et du coup, il faut rattraper le retard. Donc, ce qui engendre aussi un rythme plus élevé. Et puis, la dernière problématique, c'est qu'au poste au même, il y a des pannes qui surviennent. Le bras articulé qui délivre les pièces, parfois aussi se bloque. Donc, tout ça, c'est en gros des verbatims qui sont un peu synthétisés par l'animateur des échanges et qui donnent du corps à l'évaluation et qui permet de la rendre concrète, spécifique. J'ajoute, pour ceux qui connaissaient la version précédente, cette zone un peu de texte libre, elle était auparavant en colonne et nous avons fait le choix de la mettre en ligne pour lui donner beaucoup plus d'importance parce qu'effectivement pour nous
ces éléments concrets sont très importants pour faire l'évaluation des risques et vont faciliter la mise en œuvre du plan d'action. Donc une fois qu'on a passé en revue les 26 questions par unité de travail, nous proposons un tableau de synthèse qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'évaluation de l'ensemble des facteurs de risque par unité de travail. Ça permet de repérer assez aisément les thèmes ou les ensembles de thèmes sur lesquels il va falloir agir en priorité. Et puis, ça permet aussi de repérer les situations qui sont plutôt favorables, où il y a plutôt des facteurs de protection et qui seront donc à préserver. Donc, ce tableau de synthèse, par exemple, peut servir à l'intégration de l'évaluation des risques psychosociaux dans le document unique. Et c'est vraiment un tableau préparatoire à l'élaboration du plan d'action. Donc, nous proposons, comme je l'ai dit précédemment, un tableau de suivi des actions de prévention qui est à renseigner par l'entreprise, par l'unité de travail. Donc, on va retrouver les contraintes de rythme de travail, c'est la première question, donc l'ensemble des 26 questions. On propose des exemples d'actions qui sont très génériques, qui sont bien sûr pas à prendre en tant que tel et à recopier en tant que tel, bien sûr, pour chaque unité de travail, mais ça donne un peu des exemples. Et on va voir ce que ça peut donner sur l'exemple précédent. Donc, sur l'unité de travail d'un monteur de tableau de bord. Donc, on a vu que l'unité de travail avait choisi plutôt un smiley un peu grimaçant. Ici, on reporte en fait le verbatim, la synthèse du verbatim qui a été produite par l'unité de travail. On reporte ici les actions préexistantes. Ici, en fait, sur la base de cette nouvelle évaluation des risques, on envisage de nouvelles actions qu'on reporte ici, avec les délais de réalisation, les personnes qui vont être en charge de chacune des actions. Et ici, vous pourrez retrouver les exemples d'actions que nous avons mis un peu par défaut à titre illustratif. Donc voilà pour la présentation de l'outil en tant que tel. Donc nous allons maintenant passer au conseil pour la mise en œuvre de la démarche et l'animation des entretiens collectifs. Donc ces conseils-là, ils sont détaillés dans l'étape de préparation dans la brochure, et on retrouve également des conseils pour l'animation des entretiens collectifs dans l'étape d'évaluation proprement dite. Alors, le premier conseil très important, c'est dans cette étape de préparation de l'évaluation, c'est de réunir un ensemble de conditions de réussite à prévoir en amont. Donc tout d'abord, il est important de centrer la démarche sur le travail et son organisation. Donc il faut que ça se soit très clairement posé quand on est dans le cadre de l'évaluation des risques psychosociaux. On va s'intéresser au travail, à son organisation, et on va mettre de côté tout ce qui va concerner une recherche de responsabilité, tout ce qui va rester centré sur les comportements, sur les différents interindividuels, sur les problèmes éventuellement personnels que les gens peuvent avoir par ailleurs. Il faut vraiment rester centré sur le travail et son organisation. Et tout le travail de l'évaluation va consister à essayer d'objectiver, d'avoir des éléments concrets, factuels, en lien avec le travail. Et ça, il faut que ce soit vraiment très clairement posé. Le deuxième point, c'est un engagement de l'employeur à plusieurs niveaux. L'employeur, il doit s'engager à donner les moyens de cette évaluation. Ça veut dire que ça prend un petit peu de temps, donc il faut que
les unités de travail, que les animateurs aient du temps pour faire ce travail d'évaluation. Ça nécessite un minimum de sensibilisation ou de formation sur les risques psychosociaux, on va y revenir. Ça nécessitera peut-être d'avoir accès à certains documents de l'entreprise. Il faut que l'employeur soit facilitateur de ce point de vue-là. L'engagement de l'employeur, c'est aussi un engagement à protéger la parole des salariés qui vont s'exprimer dans le cadre de l'évaluation des risques psychosociaux. Il doit s'engager à ne pas produire de sanctions professionnelles ou disciplinaires parce que les salariés auront parlé du travail tel qu'ils le réalisent effectivement. On parle du travail réel qui parfois peut s'éloigner des consignes prescrites. C'est le propre du travail, de l'activité humaine. Il y a toujours une différence entre le travail prescrit et le travail réel. Et donc les salariés ne doivent pas être sanctionnés pour avoir parlé de leur travail réel, tout simplement. Et troisième point, c'est que l'employeur doit s'engager à mettre en œuvre des actions de prévention qui tiendront compte des résultats de l'évaluation. Il s'agit également de mettre en place une démarche participative, c'est-à-dire bien sûr qui va solliciter les salariés et qui va faire appel à leur connaissance de leur travail réel, et également une démarche qui va impliquer les représentants du personnel, sachant qu'effectivement que l'implication des représentants du personnel est un facteur clé de réussite dans la démarche d'évaluation des risques psychosociaux et des risques professionnels en général. Il est nécessaire de formaliser tout ce qu'on vient de rappeler précédemment par écrit, donc l'ensemble des règles qui encadrent la démarche d'évaluation des risques psychosociaux doit être formalisée par écrit, et les acteurs qui sont impliqués doivent s'engager à les respecter. Ces règles-là sont également portées à la connaissance de l'ensemble du personnel. Nous avons eu une question qui était comment susciter l'adhésion des salariés à la démarche d'évaluation des risques psychosociaux. Si ces points-là sont réunis, ça va être des éléments facilitateurs à l'adhésion des salariés. Si les salariés ont des garanties qu'ils ne seront pas sanctionnés, si les salariés ont des garanties qu'ils ne font pas ça pour rien, que ça va rester lettre morte, autrement dit qu'il n'y aura pas de plan d'action derrière, alors effectivement, ils seront beaucoup plus enclins à s'engager dans la démarche d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Donc c'est ce cadre-là qui va les rassurer et les inciter à adhérer à la démarche. Donc j'étais un peu long sur cette diapositive, mais sachez que vous pouvez compléter ce que je viens de dire à présent dans la brochure Risques psychosociaux, comment agir en prévention. On la retrouvera également un peu plus tard dans les ressources. Alors, il faut également identifier l'implication et le rôle de chacun des acteurs. Donc tout d'abord, l'employeur, son rôle est central puisque c'est lui seul qui est responsable de l'évaluation des risques professionnels et donc des risques psychosociaux. Il assure le pilotage de cette évaluation où il peut en confier cette mission à une ou plusieurs personnes qu'il aura désignées. Mais en tout état de cause, même s'il délègue la réalisation concrète de cette évaluation, c'est lui qui en reste responsable. Les représentants du personnel, on les a évoqués dans la diapositive précédente. Rappelons que les représentants du personnel ont des prérogatives en matière de prévention des risques professionnels et donc de prévention des risques psychosociaux.
Ils émettent un avis sur le rapport annuel de prévention des risques professionnels. Ils peuvent être force de proposition en termes de mesures de prévention des risques professionnels et donc des risques psychosociaux. Voilà, et au-delà de ce cadre réglementaire, en fonction des règles qui seront négociées entreprise par entreprise, l'employeur peut s'adjoindre, s'ils en sont d'accord, les compétences des membres du CSE dans l'évaluation des risques professionnels et des risques psychosociaux. On peut aussi envisager le recours à d'autres compétences en santé et sécurité qui seraient présentes dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Donc dans l'entreprise, ça peut être l'ingénieur ou l'animateur hygiène sécurité, le service des ressources humaines, l'assistante sociale, par exemple, l'infirmière de l'entreprise, pour initier un peu la démarche, notamment pour faire de la sensibilisation, de la formation. Par exemple, vous pouvez solliciter le service prévention de la caisse régionale CARSAT, CRAMIF ou CGSS, ou le service de santé au travail. Donc l'intérêt d'avoir des compétences en plus, en fonction de ce qui est disponible pour l'entreprise en interne ou en externe, ça va être d'avoir des ressources qui vont notamment permettre d'animer les échanges collectifs. Ensuite, les salariés et les groupes de travail par unité de travail. Donc on a vu, les salariés, ils sont bien sûr partie prenante de l'évaluation de leurs risques psychosociaux. Ils sont regroupés par unité de travail. Et s'il s'avère que l'unité de travail comporte trop de personnes pour pouvoir faire des entretiens collectifs, on peut définir des critères de choix de personnes qui participeront aux entretiens collectifs. Donc nous, l'INRS n'a pas de recommandation particulière sur ces critères de choix. Dans la brochure, on donne quelques exemples de critères de choix, mais je dirais les bons critères de choix, ce seront ceux qui auront été décidés de manière collective, si possible paritaire, dans l'entreprise. Et enfin, les responsables hiérarchiques qui bien sûr, occupent une place importante dans l'évaluation des risques psychosociaux, parce qu'ils seront associés aux analyses produites et ils seront aussi concernés par les actions à mettre en œuvre. Donc ils sont complètement partie prenante de la démarche. On attire simplement l'attention sur le fait que en général, c'est pas vrai forcément partout, mais en général, il est préférable que les entretiens collectifs se fassent en dehors de la présence des responsables hiérarchiques. Donc ils seront associés à l'issue de ces entretiens collectifs. Par contre, il est très important de dédier une ou plusieurs unités de travail spécifiquement pour les responsables hiérarchiques, parce qu'ils auront aussi leurs propres contraintes et ils auront leur propre exposition aux facteurs de risque psychosociaux. Alors, on passe maintenant à quelques conseils pour organiser des entretiens collectifs. Donc, on a vu, l'employeur, s'il ne fait pas l'évaluation lui-même, doit identifier une ou plusieurs personnes en charge de mener ces entretiens collectifs. Si possible, il est préférable que ces entretiens collectifs soient animés en binôme, donc un qui régule les échanges et l'autre qui prend des notes. Et si possible, en fonction de ce qui aura été décidé dans l'entreprise en lien avec le CSE, on peut envisager une animation paritaire de ces entretiens collectifs. Donc les compétences attendues sont d'avoir été formé un minimum aux risques psychosociaux, et donc éventuellement avec l'appui du service prévention de la CARSAT ou du service de santé au travail.
Il faut avoir des compétences en animation de groupe. Il faut être en capacité de formaliser une synthèse. Et être en mesure de tenir une position neutre et objective. Donc ne pas porter de jugement de valeur sur les propos recueillis. Il faut être attentif à ce que chacun puisse s'exprimer. Normalement, si le cadre est bien défini en amont, comme on l'a dit, hein, les salariés auront beaucoup moins de réticence à s'exprimer. Si aussi les échanges restent centrés sur le travail. Et c'est pourquoi aussi il faut veiller au risque de dérive sur des comportements, sur des aspects comportementaux ou personnels. Alors c'est un peu inévitable hein, qu'il y ait des aspects comportementaux ou personnels qui arrivent hein, dans les échanges. Ça, c'est pas du tout anormal. Par contre, il faut, quand ça arrive, il faut essayer de remettre ces aspects-là dans leur contexte et inviter les participants à ces entretiens collectifs à identifier s'ils ont une origine professionnelle. En considérant que les explications un peu psychologisantes qui portent sur le caractère des personnes ou sur leur personnalité n'est pas du ressort de l'évaluation des risques psychosociaux. Pour aller plus loin dans ces consignes, hein, pour animer les entretiens collectifs, vous pourrez vous référer à la brochure Évaluer les facteurs de risque psychosociaux des 6403. Nous allons maintenant aborder les questions. Donc on en a déjà traité quelques-unes au fur et à mesure du diaporama. Là, on en a sélectionné d'autres hein, auxquelles nous allons répondre à présent. Et les questions qui n'ont pas pu être traitées en direct dans ce webinaire trouveront certainement leur réponse dans la FAQ qui est déjà en ligne sur le site de l'INRS et dans les différents supports de l'INRS qui seront cités à la fin du webinaire, mais nous y reviendrons. Donc voyons quelques-unes de vos questions. Alors là, une des questions qui nous a été adressée, c'est comment détecter un salarié qui est en situation de RPS. Donc, il est vrai qu'en dehors de l'évaluation des risques psychosociaux, il peut arriver qu'on s'interroge, qu'on s'inquiète hein, d'une situation particulière, hein, d'un salarié qui semblerait pas forcément aller bien. Et tout à chacun dans l'entreprise, on peut être amené à faire ce constat. Ça peut être les collègues, ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être les représentants du personnel, ça peut être le médecin du travail. Et bien souvent, cette interrogation, elle part d'un constat, hein, d'un changement au niveau de la personne, d'un changement dans ses comportements, dans ses habitudes, dans son tempérament, dans la façon dont elle s'engage dans son travail, dans sa forme physique, hein, et puis aussi dans les propos qu'elle peut tenir. Donc quand on est face à ce constat-là, où on se pose des questions, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'engager le dialogue avec la personne hein, sur ce point précis. On va lui manifester qu'on est à son écoute par rapport voilà, à l'interrogation qu'on se pose. Mais bon, bien sûr, il faut être attentif à ne pas être trop intrusif et à respecter le souhait de la personne d'en parler ou pas. Et en fonction de ce que la réponse hein, qu'on aura eue, et en fonction aussi de la fonction qu'on occupe, on pourra aider la personne, on pourra lui donner des conseils, on pourra lui manifester du soutien, on pourra l'orienter vers le médecin du travail, si on n'est pas soi-même médecin du travail, on pourra, ou si on est médecin du travail, l'orienter vers une prise en charge médicale. Enfin, il y a plein de choses à faire hein, dans un premier temps.
et qui sera bien sûr différent de la place qu'on occupe dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une attention particulière à avoir quand on détecte quelqu'un qui ne va pas bien, quand on a engagé le dialogue avec cette personne. Ça, c'est tout à fait des choses qui sont nécessaires de faire. Mais il y a un deuxième temps à percevoir, c'est-à-dire qu'au-delà de cette ascension individuelle, si on a identifié que la difficulté, elle était en lien avec le travail, il est important que ce soit repéré en tant que tel et que ça donne lieu à une démarche de prévention. Là, on est dans le cadre, non pas de l'évaluation des risques, mais dans ce qu'on a appelé dans une brochure que je vous citerai à la fin, dans le cadre d'une alerte RPS. Et cette alerte RPS, en dehors de la prise en charge de la situation particulière, peut donner lieu à un travail de prévention pour éviter que la personne, une fois qu'elle aura été prise en charge, se retrouve exactement dans les mêmes difficultés, ou pour éviter que ses collègues qui font à peu près le même travail n'aient les mêmes difficultés. Donc c'est une des entrées possibles dans la démarche de prévention. On part d'une alerte RPS et on essaye de faire aussi un travail de prévention en amont sur les facteurs de risque psychosociaux. Alors, une autre question, c'est comment convaincre l'employeur d'engager une démarche de prévention, d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. L'employeur pouvant avoir peur que ce ne soit pas forcément bien maîtrisé, que ça ouvre la porte à plein de choses, qu'on ouvre la boîte de Pandore en quelque sorte, ou peut-être qu'il considère qu'il n'y a pas de difficulté. Donc bien sûr la première chose à faire, c'est de lui rappeler son obligation d'évaluation en la matière. Même s'il considère qu'il n'y a pas de difficulté, il faut pouvoir effectivement le constater. S'il n'y a pas de difficulté, très bien, mais il faut pouvoir quand même procéder à cette évaluation. Et donc au-delà de cette obligation réglementaire, il est nécessaire de le rassurer sur le fait qu'il existe des ressources, qu'il n'est pas tout seul, qu'il peut éventuellement s'appuyer sur des compétences en interne, en externe, qu'il existe des outils disponibles, qu'on peut tout à fait faire l'évaluation des risques psychosociaux de manière cadrée, qu'il existe des manières cadrées, et qu'on peut faire de la prévention des risques psychosociaux qui soit constructive pour tout le monde, pour les salariés, mais également pour l'entreprise. Une autre question, c'est comment finalement évaluer les risques psychosociaux dans une unité de travail lorsque les points de vue sont différents. Donc effectivement, il peut arriver, notamment si on procède par entretien collectif, qu'il y ait des divergences d'appréciation sur une question. C'est tout à fait possible et courant, et il n'y a rien d'anormal non plus. Il ne faut pas forcément rechercher une évaluation homogène. On peut considérer que pour une question, tous les salariés ne sont pas forcément impactés de la même façon par ce facteur de risque psychosociaux. S'il y a des avis divergents, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi certains considèrent que ça va plutôt bien, alors que d'autres sont un peu plus en difficulté sur ce facteur de risque psychosociaux. Donc, ça peut être par exemple parce que les personnes ne font pas tout à fait la même chose. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas forcément la même ancienneté, la même expérience au poste. Ça peut être aussi, par exemple, parce qu'ils n'ont pas eu tout à fait les mêmes formations. Donc, il y a toujours moyen d'essayer de comprendre pourquoi il y a des divergences d'appréciation. Et ça sera très important à repérer pour la mise en place du plan d'action. Une dernière question qu'on a recueillie, c'est dans quel cas faire intervenir un consultant ou dans quel cas se faire accompagner. Donc on l'a un peu abordé, l'entreprise, si elle n'a pas,
été formée aux risques psychosociaux, s'il n'y a pas un minimum de sensibilisation, elle peut faire appel à des ressources extérieures. On les a citées précédemment. Ça peut être par exemple le service prévention de la CARSAT, de la CRAMIF ou des CGSS. Ça peut être le service de santé au travail. Donc au-delà de cette initiation, l'entreprise peut avoir, vraiment ne pas se sentir à l'aise pour commencer toute seule, peut avoir des difficultés parce qu'elle manque de recul ou d'objectivité, ou encore parce qu'effectivement le dialogue social n'est pas encore tout à fait prêt pour le faire seul en interne. Dans ce cas-là, effectivement, on peut concevoir que l'entreprise fasse appel à un consultant qui va l'aider notamment dans ce travail d'analyse des facteurs de risque psychosociaux. Donc il est important toutefois que ce recours soit ponctuel et limité, et que dans l'intervention du consultant, il y ait un transfert de compétences qui s'opère pour que l'entreprise progressivement devienne autonome dans l'évaluation des risques psychosociaux. Donc voilà pour les questions-réponses. Donc nous allons terminer par des ressources complémentaires que je vais vous commenter. Donc cette diapo vous indique la brochure qui contient l'outil RPSDU. Donc la brochure en elle-même, et sur le site de l'INRS, vous pourrez également télécharger la grille d'évaluation des risques psychosociaux qui est ici, qui sera à renseigner par une unité de travail. Et vous pourrez également retrouver sur notre site un lien vers une foire aux questions qui concerne l'évaluation des risques psychosociaux. J'indique également l'existence d'un autre outil développé également par l'INRS et les CARSAT entre autres. C'est l'outil Faire le point RPS qui s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc il est décliné en une version générique, interprofessionnelle, et également pour le secteur sanitaire et social. Nous avons également en ligne sur notre site une foire aux questions spécifique pour l'évaluation des risques psychosociaux dans les petites entreprises. Je vous signale également l'existence de 7 dossiers web dédiés aux risques psychosociaux. Donc il y a un dossier sur les risques psychosociaux, un dossier sur le stress, un dossier sur les agressions et les violences externes, un dossier sur le harcèlement et les violences internes, un autre sur l'épuisement professionnel ou le burn-out, un autre encore sur les suicides, et enfin un dernier sur le bien-être au travail. Je vous indiquais qu'il existait en dehors de l'évaluation des risques d'autres circonstances pour agir en prévention. On a évoqué le cas de l'alerte. En tout, nous en avons identifié 4 que vous retrouverez dans cette brochure générale sur la démarche de prévention des risques psychosociaux. Nous avons aussi quelques questions sur comment faire pour sensibiliser aux risques psychosociaux. Donc vous avez ici une page dédiée avec des supports pour la sensibilisation. Donc un guide pour les managers, un dépliant pour les salariés, un certain nombre d'affiches pour combattre les idées reçues par rapport aux risques psychosociaux, et qui permet aussi de lever les tabous qui parfois existent encore dans les entreprises autour de ces risques-là. Des tabous, des freins, quoi. Voilà. Des ressources sont aussi en lien avec la crise sanitaire. Vous étiez aussi un certain nombre à poser des questions à ce sujet-là. Sachez que vous pourrez retrouver des informations sur la prévention des risques psychosociaux en période de crise sanitaire par le lien qui vous est indiqué là.
Également un dossier web le plus général sur la prévention en entreprise et le Covid-19. Et dans ce dossier, vous retrouvez aussi un paragraphe sur les risques psychosociaux et également un paragraphe sur le télétravail. Vous étiez aussi très demandeur de la problématique télétravail, pandémie et risques psychosociaux. Donc vous avez des références là. Et j'en profite pour compléter cette diapo pour vous dire aussi qu'il existe sur notre site une brochure sur le télétravail, quels risques et quelles pistes de prévention. Je vous rappelle qu'il existe déjà en ligne sur notre site d'autres webinaires sur les risques psychosociaux. Un qui était plutôt consacré aux managers, un autre sur l'évaluation dans les petites entreprises, et enfin un plus ciblé sur l'épuisement professionnel ou le burn-out, comment le définir ou comment le prévenir. Donc tous ces webinaires sont disponibles en replay. Vous avez également accès au diaporama en SlideShare. Et sachez que ce présent webinaire sera également disponible en replay et vous aurez également à disposition le diaporama en SlideShare. Voilà, donc si des questions subsistent, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos supports sur l'adresse de notre site et vous pouvez également, de manière complémentaire, nous adresser vos questions sur le site de l'INRS. Nous sommes là pour y répondre. Donc ce webinaire touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre attention, des questions que vous nous avez posées, qui sont reprises dans les foires aux questions en ligne sur notre site. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.